Parce que c'est moi qui étais au milieu de 10 pick-up de gendarmes avec un gilet anti-balles. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixine. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent « Allez voir mon avocat Mendio Kame ». Alors que lui-même est un professionnel. Ça vous dire combien psychologiquement, combien moralement, une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi, qui ai tout fait avec ces 10 pick-up pour savoir où il était. C'est moi, avec lui et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule. Et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté la maison centrale seulement à 21 h, puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant a demandé qu'on m'envoie là. C'est à partir de là qu'on m'a déposé. Parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. On continue d'humilier. Et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, on a encore décidé de l'entendre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous restituons la vérité telle qu'elles sont, non pas telle qu'on voudrait qu'elles fussent. Parce que nous avons été là. Alors, que cela soit clair, que cela soit vraiment clair, on ne peut pas continuer à humilier un homme. Ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique. Ce militaire, dont l'itinéraire ressemble à un fabuleux parcours de flammes jumelles, tel le récit sans concession de la construction d'une vie, ce n'est pas de moi, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, c'est de Léna Corgne. Il a écrit un document intéressant intitulé « Un destin atypique, le fabuleux parcours de flammes jumelles ». Alors là, je vous conseille de lire ça. Ce militaire de l'armée qui, après avoir fait ses épreuves en tant que soldat, sous-officier, officier, a été porté à la tête de son pays un 23
décembre 2008, après la mort de feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Ce militaire de l'armée guinéenne, inconnu du grand public, installé au plus haut perchoir des fonctions régaliennes et autres confondus de notre pays, non pour son intelligence, il n'était pas le plus intelligent. Et il vous l'a dit ici, il l'a dit partout, il le dit partout où il va. Non pour sa force, il n'était pas le plus fort, il vous l'a dit ici, il le dit partout où il va. Non pour sa beauté, il n'était pas le plus beau, il vous l'a dit, il le dit partout où il va. Non pour son éloquence, il n'était pas le plus éloquent. Non pour ses diplômes académiques et militaires, parce qu'il n'était pas le plus diplômé, Monsieur le Président. Non pour son grade. Il était d'ailleurs capitaine devant des généraux, des colonels, devant des commandants. Mais uniquement pour ses valeurs, sa modestie, sa simplicité, ses vertus patriotiques, pour son sens élevé de l'honneur, de la dignité et de la justice, et même de l'équité. Et même de l'équité. Vous savez, le droit est parfois injuste. Hein? Le droit, il est parfois injuste. La seule façon de rendre juste le droit, c'est de vous rabattre sur l'équité. Cet homme-là a été équitable à tout point de vue. Il a été choisi pour la confiance et haute vertu, reconnu unanimement, non sans opposition, parce que d'aucuns ont dit ici que ce n'était pas l'unanimité, il y avait des oppositions. Mais le Christ n'a pas fait l'unanimité. Hein? J'ai ma Bible. Avant de commencer à plaider, j'ai lu. J'ai lu des versets, j'ai lu des psaumes. Parce que je me sens bien protégé. Mais le Christ, il n'a pas fait l'unanimité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas fait l'unanimité. Quel prophète connaissez-vous qui a fait l'unanimité? Même Dieu ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des athées qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. Et j'en connais qui, dans son isolement, a par erreur tenté d'ailleurs d'effrayer Dieu en disant « Je suis malade, si je mourais et que je venais où vous êtes, si vous êtes vraiment là, vous verrez, vous aurez affaire à moi. » Mais si Dieu ne peut pas faire l'unanimité, si le Christ n'a pas fait l'unanimité, si le prophète Mohammed n'a pas fait l'unanimité, Monsieur le Président, bon Dieu, pourquoi le président Dadis ferait l'unanimité? Lui qui est humain, lui qui est imparfait, lui qui a plein de défauts. Donc c'est non sans opposition. C'est même non sans jalousie. C'est même non sans méfiance. C'est même non sans défiance. Alors, voilà le militaire. Voilà. Ah, je vais répéter un confrère. Voilà l'enfant de Koulé. Le fils de Mamadi Koulé. Mais je vais en parler. Je vais en parler. Monsieur le juge président, messieurs les assesseurs, je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'État. J'ai défendu l'honneur d'un homme. J'ai défendu l'honneur d'un militaire. Il faut que je défende l'honneur d'un ancien chef d'État.
d'un ancien président, puisqu'il a été un ancien chef d'État incompris, mais incompris. Malheureusement, qui n'a pas eu le temps de se faire comprendre. Un ancien chef d'État d'un État souverain africain, engagé et espoir de tout un peuple, de toute une population, de tout un pays, de toute une nation. Même les adversaires ici vous ont dit qu'il a suscité de l'espoir. Oui, le président Dadi, c'est un homme d'espoir. C'est pourquoi, par la couleur blanche qui surplombe vos rabats, ils font de espoir en vous. Et il est convaincu que cet espoir-là lui permettra de voir le bout des tunnels. Le président Dadis est un éveilleur des consciences. Il l'a fait parce il forçait l'admiration. Un des actuels avocats généraux m'a dit qu'il était à la Sorbonne. Je ne parle pas de la Sorbonne Université. La Sorbonne, c'est un lieu au plateau, à Abidjan, où il a été surpris de voir des gens parler de moi. Où il a été surpris de voir des gens avec des écrans géants suivre l'homme. Parce qu'il éveillait les consciences. Il est juste venu à un moment où nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si c'était maintenant là, comme vous voyez les pays de l'AES, les choses ne se seraient pas passées comme on le fait. Mais c'est une autre histoire et je vais en parler devant. Cet éveilleur des consciences était suivi et admiré au-delà des frontières de notre pays, au-delà des frontières de notre Afrique, par bon nombre d'Africains épris de liberté et fatigués du joug qui les soumettait. Ce joug-là venant d'ailleurs. Un président d'un État souverain africain déterminé à combattre les fléaux qui gangrènent son pays et qui freinent son développement, et résolu à combattre les narcotrafiquants, leurs complices, où qu'ils se trouvent, et quel que soit le niveau de leur position dans la sphère étatique. Il est en train de vivre aujourd'hui tout ceci. Vous allez nous excuser, on va vous interrompre.